à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de la psychologie du trading. Ce soir, donc, comme pour le premier épisode et le second, nous recevons Frédéric Langorieux. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Raphaël. Donc ce soir, le sujet, comme vous pouvez le voir à l'écran, Frédéric va parler des biais cognitifs de l'être humain et son impact sur le trading. Donc, les biais cognitifs, c'est un thème qui a eu sur lequel il y a eu beaucoup de recherches scientifiques, beaucoup d'études, et donc ces biais-là ne s'appliquent pas qu'au trading, mais s'appliquent sur plein de choses, sur le jeu, mais aussi sur des tas d'autres situations de la vie quotidienne. Donc c'est très intéressant, je trouve, comme thème qu'on a aujourd'hui. Ça va être, je pense, assez concret sur l'aspect trading, et donc Frédéric nous fera le plaisir de nous donner quelques astuces pour essayer d'éviter au maximum ces biais qui sont en fait des erreurs classiques de trading. Voilà, Frédéric, la parole est à toi et bon webinaire à tous. Merci Raphaël. Alors oui, aujourd'hui on va parler des biais cognitifs. Alors c'est vrai que c'est un mot un petit peu barbare pour les gens qui n'ont pas l'habitude de parler de psychologie, et pour certains ce sera peut-être un terme un petit peu nouveau. C'est pour ça qu'on va commencer par le définir. Je pense que c'est important. Donc le programme du jour, c'est que on va parler de ce que c'est déjà qu'un biais cognitif pour qu'on sache bien de quoi on parle déjà et parler de la même chose. Vous verrez que même si c'est un nom un peu barbare entre guillemets pour certains, c'est pourtant quelque chose que vous vivez tous les jours, pas seulement dans le trading, comme le précisait Raphaël, mais dans plein d'autres aspects finalement, parce que les biais cognitifs, comme on va le voir, c'est finalement, je dirais, un des fonctionnements basiques finalement de notre cerveau, et qui fait que justement, on n'appréhende pas toujours la réalité comme elle est, mais à travers des biais qui justement déforment en quelque sorte cette réalité, et qui fait qu'on réagit non pas par rapport à la réalité, mais par rapport à une représentation finalement de cette réalité. On verra justement comment fonctionnent ces biais cognitifs, mais de manière concrète, hein, évidemment, rassurez-vous. On ne va pas faire une grande étude théorique par rapport à ça. On va plutôt voir concrètement, justement, qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif dans le trading, justement. On prendra deux exemples bien précis que vous vivez, je dirais, ou que vous avez vécu dans le trading obligatoirement quand on en fait. Et justement, comment ça se manifeste, pourquoi ça se manifeste. Et on verra quelques petits trucs, enfin, on verra en tout cas je dirais, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour sortir de ces biais cognitifs. Alors déjà, d'en prendre conscience, ça permet déjà de prendre un peu de recul par rapport à ça, et je dirais déjà de comprendre que finalement, je dirais, ces travers quelque part qu'on peut avoir dans le trading, finalement, c'est quelque chose de normal en quelque sorte par rapport à notre cerveau. Le fait déjà de prendre conscience de ça, ça permettra déjà de se dire, de pas se dire je suis pas normal ou j'ai un problème, mais effectivement il y a des biais cognitifs et effectivement j'en suis victime. Déjà c'est un petit peu différent. Et puis à partir de là, je vous donnerai deux trois pistes effectivement que vous pouvez, je dirais, sur lesquelles vous pouvez aller, bien que évidemment bien sûr la résolution de ces problèmes-là, ça prend du temps, c'est des choses à mettre en place. Je s'en parlerai un petit peu, mais voilà, c'est pas un truc où on peut effectivement régler ça hein, comme un coup de baguette magique. Hélas, ça serait bien, mais c'est pas tout à fait le cas. Et puis on pourra, je pourrais répondre à des questions s'il y a des questions. Voilà. Donc, je vous invite effectivement à laisser tomber tout ce qui est autour, ordinateur, téléphone, etc., réseaux sociaux, parce qu'autrement vous ne serez pas attentif et vous ne comprendrez peut-être pas les choses et ce serait dommage. Plutôt de prendre un casque et de prendre un verre d'eau, de quoi noter. C'est une présentation qui va être relativement courte, mais voilà, si vous êtes attentif, vous en retirez le maximum. Si vous n'êtes pas attentif, c'est dommage, vous passerez à côté. Donc, juste pour me présenter rapidement, pour ceux qui n'ont pas assisté peut-être aux premiers épisodes, donc je m'appelle Frédéric Langorieux. Mon parcours, en fait, c'est que j'ai d'abord fait un master finance et contrôle de gestion, il y a déjà de ça longtemps maintenant. J'ai d'abord eu un passage de 10 ans à peu près en entreprise en tant que contrôleur de gestion, formateur, chef de projet. Et puis à un moment donné, je suis parti vraiment dans d'autres choses, l'apprentissage de l'hypnose, de la PNL et de tout un tas de techniques
justement sur la psyché et de comment finalement on pouvait, je dirais, améliorer notre vie, changer, effectivement, transformer un certain nombre de choses pour, quelque part, je dirais, mieux vivre un certain nombre de choses. Je me suis installé en tant qu'hypnothérapeute à l'époque et en tant que coach, c'était en 2007. J'ai fait ça à peu près jusqu'en 2018. Et puis ensuite, j'ai été plus faire du coaching professionnel. Et depuis le fameux confinement 2020, qui a été un changement pour beaucoup de personnes, je me suis remis au trading, parce que j'en avais déjà fait auparavant, mais je m'y suis mis beaucoup plus sérieusement, en me formant, en y passant tous les jours, etc. Et donc depuis 3 ans maintenant, j'en fais à peu près tous les jours. Et ça m'a permis de voir que dans le trading, justement, on avait besoin de travailler sur le mental, on avait besoin de travailler sur les émotions. Et c'est comme ça que j'ai commencé d'abord à travailler sur moi, puis ensuite à aider d'autres personnes. Et depuis début 2021, je suis spécialisé dans cet accompagnement, qui est l'accompagnement des traders, des personnes qui justement veulent travailler sur leur mental, qui veulent travailler sur toute la partie psychologique, qui pose souvent beaucoup de problèmes aux traders et qui fait que justement, alors qu'ils ont la technique, ils ont tout ce qu'il faut, je dirais, pour être gagnant, ou en tout cas pour bien trader, et bien souvent traînent mal et sont perdants parce que au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, et bien par contre, c'est pas le bon comportement et c'est pas la bonne façon de trader. Donc, pour revenir sur l'objet d'aujourd'hui et le thème d'aujourd'hui, et déjà pour définir un peu mieux quand même ce qu'est un biais cognitif, on va dire que le biais cognitif, c'est finalement un mécanisme de pensée, donc c'est quelque chose qui se passe dans notre cerveau, à l'origine d'une altération du jugement. Ça veut dire que tout simplement, du fait de certains fonctionnements de notre cerveau, on va même pas dire dysfonctionnement, parce que finalement c'est la norme en fait, mais à travers certains fonctionnements de notre cerveau, ça ne nous permet pas de prendre la réalité telle qu'elle est, mais en fait, il y a ce qu'on appelle des biais justement qui vont en fait donner un aperçu différent de la réalité et faire que sur cette réalité finalement un petit peu différente de ce qu'elle est, eh bien, on va réfléchir différemment et on va avoir des jugements qui sont justement faussés. Et donc, à cause de ces biais cognitifs, la prise de décision de l'individu, elle sera faussée. Et ça, c'est dans plein de choses de la vie quotidienne, en fait, sans qu'on s'en rende compte. Et évidemment, dans le trading aussi. Et dans le trading, ça va nous poser des problèmes très particuliers et qui vont justement être la cause de beaucoup de soucis pour les traders. Alors, il y en a plein des biais cognitifs. Il y en a, comme disait Raphaël, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié depuis quelques années, parce que c'est pas si vieux que ça. On a compris effectivement ces principes-là. Aujourd'hui, il y en a à peu près 250 qui ont été référencés. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup. C'est pour ça que je dis que c'est pas un problème de fonctionnement, hein, c'est notre fonctionnement qui est comme ça et qui fait que à partir de là, en fait, ça pose problème, quoi, en fait. D'accord? Donc, ça a été catégorisé même par 6 grandes catégories. On ne va pas rentrer dans le détail effectivement à ce niveau-là, mais pour comprendre un petit peu l'origine de ces biais, ça peut être tout simplement des biais qui sont ce qu'on appelle sensiromoteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, à travers nos sens, on ne perçoit pas la réalité exactement comme elle est. Et ce qui fait que ça peut être quelque chose qu'on ne perçoit pas bien au niveau de la vue, qu'on n'entend pas bien, ou qu'on ne perçoit pas bien au niveau des émotions. Ça peut être des biais qui sont liés à l'attention, des problèmes d'attention, des problèmes de mémoire aussi, donc des problèmes de jugement, c'est-à-dire une déformation dans la capacité de juger. Ça peut être lié aussi à des paradoxes de raisonnement. On verra un petit peu qu'il y a un petit peu de ça dans le trading aussi. Des biais liés aussi à la personnalité, tout simplement, qui sont liés en fait à notre culture, à la langue, l'influence sociale, notre éducation et tout un tas de choses. Donc, comme vous voyez, c'est large en fait, et évidemment, on ne va pas tous les passer en revue, mais on va prendre des exemples très concrets justement qui vont vous parler et qui vont vous permettre de voir justement comment ça agit, à quel niveau ça agit et quelles sont les conséquences en fait de ces biais cognitifs. Alors, au niveau financier, il y a des biais cognitifs qu'on appelle des biais de cadrage, en fait, entre autres, et on va en prendre deux, justement, qui nous concernent tout particulièrement en trading. Et on va faire, je vais vous poser une petite question, ça va être hyper pratique par rapport à ça, et vous allez comprendre par rapport à ça, justement, comment ça se passe. C'est, imaginez tout simplement, je vous laisse le choix.
soit je vous donne maintenant 100 euros. C'est acquis, c'est à vous, d'accord, hein, ça c'est sûr, vous les avez. Mais vous avez la possibilité aussi de faire un pari à 50-50, alors c'est comme si on tirait à pile ou face, tout simplement. Si vous gagnez, eh bien, vous gagnez 200 euros et non plus 100 euros. Et si vous perdez, par contre, je vous reprends, entre guillemets, les 100 euros, vous les avez plus. D'accord? Donc, quel choix vous feriez si vous aviez cette possibilité-là? Je vous donne sur 100 euros. Est-ce que vous repartez avec ces 100 euros en disant OK, merci, on ne tire pas à pile ou face, je m'en fous d'avoir la possibilité de gagner 200 euros parce que je risque aussi de perdre mes 100 euros? Ou est-ce que vous tiriez à pile ou face avec l'idée de peut-être avoir l'espoir de gagner 200 euros, mais aussi avec la possibilité de perdre les 100 euros et donc de gagner zéro? Réfléchissez bien à ça. Si effectivement vous prenez l'option 1 ou l'option 2, en fait, c'est une étude qui a été faite. On a posé effectivement la question à un groupe de gens, donc un échantillon, hein, tout simplement représentatif, comme on dit. Et en fait, on se rend compte à ce moment-là que la réponse, elle est très tranchée, hein, c'est 95% de la population choisit le gain sur 200 euros. C'est-à-dire que par défaut, on n'aime pas trop l'insécurité. Et finalement, si on est sûr d'avoir 100 euros, on n'a pas obligatoirement envie de les risquer ensuite à pile ou face et de les reperdre derrière, même si potentiellement on peut gagner 200 euros. Donc ça veut dire que finalement, et on va en parler après derrière, pourquoi justement il y a cette réponse aussi tranchée, parce que 95% c'est quand même une très grande majorité, ça veut dire qu'il y a très peu de gens qui vont prendre le risque de les perdre, et ça veut dire que naturellement, généralement, on est câblé d'une certaine façon, entre guillemets, qui fait que on va prendre les 100 euros, on va se contenter de ça, et on ne va pas risquer effectivement de les perdre. Deuxième chose, autre question, si vous avez le choix cette fois entre une perte immédiate de 100 euros, là c'est l'inverse, c'est vous qui me donnez 100 euros, d'accord? Sauf si on tire à pile ou face, et là vous avez la possibilité de ne rien me devoir du tout, donc zéro, si vous gagnez, ou si vous perdez à ce pile ou face, eh bien vous me devrez non pas 100 euros, mais cette fois 200 euros, d'accord? Et là, pareil, on a posé cette question-là à une population, et pareil, vous pouvez réfléchir dans votre tête, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous préférez payer 100 euros sur, mais au moins ça se limite à 100 euros, ou est-ce que vous préférez prendre le risque de tirer à pile ou face et de me devoir encore plus, c'est-à-dire 200 euros, ou effectivement avec la possibilité aussi de ne rien devoir du tout, et donc finalement s'en tirer à zéro, d'accord? Donc réfléchissez aussi. C'est pareil, la réponse est hyper tranchée par rapport à ça. Là aussi, 95% de la population choisit en fait le pari avec la chance de ne rien perdre. Et donc, aussi la perte probable de 200 euros. Mais là aussi, la réponse est hyper tranchée, c'est que les gens préfèrent en fait prendre le risque finalement de perdre 200 euros, mais aussi avec l'espoir de ne rien donner du tout. Ok, donc je ne sais pas si c'est la réponse que vous auriez donnée. Si vous n'êtes pas câblé comme ça et que vous n'auriez pas donné cette réponse-là, peut-être qu'effectivement vous êtes fait partie des 5%, mais c'est vrai qu'à 95%, les gens effectivement vont pas prendre le risque, vont prendre le risque dans ces cas-là, pardon, de perdre 200 euros, mais avec la possibilité tout simplement de ne rien gagner, de ne rien perdre. Ok? Alors, on va détailler un petit peu ça. Parce que pourquoi finalement 95% des gens réagissent comme ça dans ces deux cas? Donc en fait, on voit que c'est pas exceptionnel de réagir comme ça, c'est je dirais normal entre guillemets, naturel en tout cas, c'est la grande majorité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes nos décisions, ou presque, on ne les prend pas finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de manière rationnelle. On les prend plus de manière émotionnelle. Et donc, c'est à un niveau beaucoup plus inconscient que ça se passe, c'est-à-dire au niveau émotionnel et à court terme. En fait, on a deux hémisphères dans le cerveau et en fait, il y a une partie effectivement de nous qui réfléchit hyper rapidement à un niveau émotionnel et c'est tranché par rapport à ça. Et donc, c'est ces fameux 95%. Et finalement,
Rationnellement, on pourrait revenir là-dessus et se dire, bah non, finalement, je prends ça. Mais je dirais que le premier réflexe, il va plutôt être comme ça. Alors, pourquoi, quelque part, ça se passe comme ça au niveau inconscient? En fait, il faut comprendre une chose, c'est que au niveau inconscient, comme je disais, ça se passe au niveau émotionnel. Et au niveau émotionnel, il faut comprendre une chose, c'est que finalement, à l'intérieur de vous, dans cette partie inconsciente de votre cerveau, tout est catégorisé, finalement, associé soit à du plaisir, soit à une douleur. D'accord? Et par défaut, votre cerveau est conditionné à rechercher le plaisir et à éviter la douleur. OK? Donc, si on reprend l'expérience que je vous ai donnée, dans notre exemple 1, qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'on vous donne 100 euros, évidemment, c'est associé au plaisir, bien sûr. Et par contre, la deuxième option, qui est le risque de le reperdre derrière et finalement d'avoir zéro, c'est-à-dire si on tire, je vous disais, à pile ou face, je vous reprends les 100 euros si vous perdez et vous avez 200 euros si vous gagnez, eh bien finalement c'est plus associé à un risque en général. Et donc comme c'est associé au risque de reperdre finalement les 100 euros, eh bien les 100 euros est associé au plaisir, le risque de les perdre est associé à la douleur. Donc par défaut, 95% sont menés finalement par ça au niveau émotionnel et vont dire ok, moi je garde les 100 euros, je suis sûr de les avoir, par contre je ne prends pas le risque effectivement de les perdre, qui est lié, serait associé à une douleur évidemment, parce que vous imaginez bien que si je vous reprends les 100 euros, ça ne va pas être très sympa émotionnellement. Vous allez avoir quand même une frustration évidemment certainement par rapport à ça, peut-être même une colère contre vous d'avoir fait finalement ce choix de tirer la pièce. Et donc, finalement, émotionnellement, c'est pas sympa. Alors que de partir avec 100 euros, c'est plutôt sympa. Et au niveau trading, ça va se traduire comment en fait? Alors, je vous ai pris cet exemple-là. Pourquoi? Parce que c'est un exemple de la vie de tous les jours, entre guillemets, qu'on peut avoir, dans les choix qu'on peut avoir. Mais dans le trading, ça va se traduire comment? Ça va se traduire tout simplement par la prise de gain immédiate au détriment d'un gain futur. Et quand est-ce que ça va se passer ça? Notamment quand vous êtes en position. Quand vous êtes en position, si votre PNL, il affiche par exemple 100 euros ou 100 dollars, peu importe, eh bien, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez courir vos gains, peut-être jusqu'à votre TP, où vous en gagneriez 200, ou alors vous avez la possibilité que ça revienne à break-even et de gagner zéro. D'accord? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à laisser courir leurs gains, parce que finalement, si on sort tout de suite, on a tout de suite 100 euros ou 100 dollars de gagner, alors que si on laisse courir, eh ben, on a la possibilité de les reperdre. Et donc, on est exactement dans ce cas de figure, et ce qui fait que, comme vous le voyez, 95% préfèrent prendre les 100 euros tout de suite, eh bien, c'est exactement le réflexe qu'on a par défaut, c'est que, comme on dit le proverbe, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, on préfère prendre notre gain et ne pas attendre, parce que quelque part, attendre, c'est le risque que ça se retourne, c'est le risque finalement de revenir à zéro, et finalement que les 100 euros, on ne les ait pas, d'accord? Et qu'on n'ait pas plus les 200 euros. Donc vous comprenez qu'à partir de là, sur ce fameux biais cognitif finalement qu'on peut retrouver dans la vie à différentes choses, c'est finalement un biais cognitif qui est lié à l'aversion de la perte, tout simplement, d'accord, qu'on va retrouver aussi après derrière dans l'autre exemple. Donc il y a plusieurs choses par rapport à ça, c'est l'aversion de la perte, mais c'est aussi une façon de voir les choses, d'accord, qui fait qu'on est orienté court terme au détriment du long terme. Maintenant, sur l'exemple 2 que je vous ai donné, cette fois, bien, là, je vous prends directement 100 euros. On tire à pile ou face, soit vous perdez, je vous en prends 100 de plus, ça fait 200, ou soit effectivement, je vous rends le billet de 100 euros. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le fait de perdre 100 euros immédiatement, évidemment, c'est associé à la douleur. Par contre, comme tirer à pile ou face, ça peut permettre finalement de ne pas avoir les données, quelque part, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ce cas-là, je ne vous prends pas les 100 euros et peut-être que vous allez vous en sortir avec rien
ou peut-être par contre avec moins de 100. Donc, finalement, les gens vont associer le fait de perdre tout de suite 100 euros à de la douleur, et peut-être pas du plaisir, mais en tout cas pas de douleur, le fait de ne pas les perdre en tout cas pour l'instant, et on va tirer à pile ou face. Donc quelque part, c'est un peu comme si ça nous laisse du temps, et ce qui fait qu'on ne les perd pas tout de suite, même si potentiellement on peut en perdre de plus. Et là, évidemment, je pense que vous avez fait le lien avec le trading. Comment ça se traduit en trading? C'est tout simplement chaque fois que je vais refuser la perte, en fait, immédiatement, d'accord? Je suis en perte, par exemple, de 100 euros, mon PNL affiche moins 100. Est-ce que je sors et que je prends ma perte, ou est-ce que je laisse courir en espérant que ça se retourne et que finalement je revienne à break-even et que je puisse sortir sans dégâts, entre guillemets, mais avec aussi le risque que j'arrive à moins 200, et là, évidemment, c'est moins sympa. D'accord? Donc, chaque fois que vous allez refuser finalement de prendre votre perte, chaque fois que vous allez moyenner votre position, eh bien, quelque part, c'est un refus de la perte immédiate, et donc avec une perte possible et hypothétique, effectivement, plus importante, mais en tout cas, pour l'instant, qui n'est pas là. Donc, là maintenant, en tout cas dans l'immédiat, il n'y a pas de douleur. D'accord? Bon, il y a du stress évidemment, mais il n'y a pas de douleur puisque la perte, on ne l'a pas jusqu'à présent. OK? Donc ces deux exemples sont vraiment liés à des biais cognitifs. En fait, le plus gros problème par rapport à tout ça, dans notre raisonnement inconscient, c'est que finalement, cette partie inconsciente de nous-mêmes, elle réfléchit, on va dire, à court terme. D'accord? Donc c'est soit la douleur immédiate, ou soit le plaisir immédiat. Cette partie de notre cerveau, en fait, ne sait pas finalement, je dirais, se projeter dans le futur, parce que l'émotion, elle est maintenant ou elle n'est pas finalement. D'accord? Soit maintenant je souffre ou je souffre pas, soit maintenant j'ai du plaisir ou j'ai pas de plaisir. Mais un plaisir futur, une douleur future, quelque part, ça lui parle pas du tout. D'accord? Donc en fait, ce qui va prendre le pas, c'est toujours qu'est-ce que je ressens maintenant? Et effectivement, quand mon PNL affiche 100 $, en fait, si je les prends tout de suite, c'est un plaisir immédiat, quoi, en fait. D'accord? Si par contre je ne les prends pas et que je diffère effectivement le fait de prendre mon bénéfice, en fait, je peux le perdre et donc effectivement, ça se terminera en douleur plutôt qu'en plaisir. Et en fait, je privilégie le plaisir immédiat. Inversement, sur le fait que je vous prends 100 euros immédiatement, si je ne vous les prends pas, quelque part, ça fait que la douleur, elle n'est pas là pour l'instant. Même s'il y a le risque après derrière d'en perdre 200 qui serait plus douloureux, mais pour l'instant, la douleur n'est pas là. Donc, c'est vraiment une notion principalement qui va primer d'immédiateté, de court terme, et qui fait que c'est toujours qu'est-ce qui se passe maintenant. Et c'est pour ça que un gain immédiat par rapport à un gain plus important mais incertain, en fait, le gain immédiat, il est plus intéressant pour cette partie-là. Parce que, en fait, il le traduit finalement sur le fait de c'est un gain immédiat ou pas, en fait, tout simplement. D'accord? Puisque quand on réfléchit à l'instant d'ici maintenant, dans la seconde, c'est soit on prend le gain et on a un plaisir, soit on ne le prend pas et on n'a pas de plaisir. D'accord? Donc, c'est ça qui fait la différence. Et dans l'autre cas, eh bien, c'est soit on a une perte immédiate tout de suite, on prend la perte, d'accord? Et là, évidemment, on a la douleur, il y a la perte, ou soit on ne la prend pas, d'accord? Donc, si on ne la prend pas maintenant, on ne l'a pas. Donc, il n'y a pas de douleur. Il y a peut-être du stress de l'avoir, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de douleur parce que ce n'est pas encore effectif et ce n'est pas sûr. Donc, c'est pour ça que par défaut, on a plus de mal, évidemment, à prendre la perte, même si on sait consciemment et raisonnablement qu'il vaut mieux couper tout de suite sa perte. On le sait très bien, on vous le dit, vous l'avez compris consciemment, mais inconsciemment, au niveau émotionnel, eh bien, c'est pas en accord avec ça. D'accord? Et c'est finalement, c'est cette différence de fonctionnement
entre la partie consciente, rationnelle, raisonnable qui dit « Ah oui, il vaut mieux couper la perte » et la partie inconsciente qui dit « Ah non, perte égale douleur, donc moi, j'ai pas envie de couper. » D'accord? Surtout que peut-être si on laisse, éventuellement, on n'aura pas de perte. D'accord? Donc, c'est ce fonctionnement, en fait, en profondeur qui permet d'expliquer les principes des biais cognitifs, notamment l'aversion à la perte, et tout ce qui se passe dans le trading, ou la plupart des choses qui se passent dans le trading, en tout cas, sont liées finalement à cette manière de fonctionner au niveau inconscient, qui fait que c'est l'inconscient finalement qui prime dans nos décisions, c'est l'émotionnel qui prime dans nos décisions avant la partie rationnelle. Et en général, ce qui se passe, surtout pour les traders qui débutent, mais souvent même des mois et des années après, c'est qu'il y a toujours cette guéguerre entre les deux, quoi, en fait. D'accord? C'est que d'un côté, vous avez envie de soulager la tension parce que vous avez par exemple ce gain potentiel qui est affiché. Quelque part, vous n'avez pas envie qu'il vous passe sous le nez. Donc, vous préférez le prendre tout de suite. Et puis, il y a cette perte potentielle qui s'affiche, bah, vous n'avez pas envie de la prendre, quoi, en fait. Vous avez envie qu'elle disparaisse, en quelque sorte. Donc, vous laissez passer le temps pour qu'elle puisse disparaître. OK? Alors, le problème, c'est que quand, par défaut, on refuse effectivement la réalité du présent, bah, en fait, ça ne permet pas de régler le problème. D'accord? Donc, le fait d'être en lutte contre ça, ça ne va pas arranger évidemment les choses. Alors, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces biais cognitifs? Bah, l'idéal, en fait, c'est qu'il faudrait diminuer ou changer les réactions émotionnelles. D'accord? Donc, moi, quand j'accompagne les personnes, effectivement, les traders, à gérer ce genre de situation, j'ai un certain nombre d'outils, notamment liés à l'hypnose, qui permettent justement de changer ça, d'accord? De changer nos réactions émotionnelles, de changer nos comportements, puisqu'on change ce qui se passe à l'intérieur. Par défaut, évidemment, bien sûr, vous n'avez pas ces outils-là. Par contre, les choses que vous pouvez faire déjà, avant même de travailler sur vos réactions émotionnelles et de changer ça, c'est déjà peut-être de ne pas afficher le PNL, quoi, en fait. Pourquoi? Parce que le PNL, finalement, c'est un peu comme un espèce de clignotant qui vous rappelle en permanence, bah, là, si tu coupes, tu as gagné 100 $. Là, si tu coupes, tu as perdu 100 $. D'accord? Ou 100 €. Et donc, quelque part, le fait que ça s'affiche comme ça, alors en plus en vert, en rouge, etc., quelque part, évidemment que ça a une influence. Ok? Moi, ce que j'ai tendance à conseiller aux personnes qui, justement, sont embêtées par ça, c'est de ne pas afficher ça, en fait. D'accord? Et de même pas l'afficher en points ou en tics, parce qu'on finit vite par transcrire effectivement ce que ça fait, les points ou les tics en argent. C'est plutôt de rester focus sur le graphe. D'accord? Parce que quand vous êtes focus sur le graphe, vous placez votre stop, vous placez votre TP en fonction du graphe, en fonction de ce qui est, je dirais, raisonnable de pouvoir espérer par rapport au trade. Et là, vous allez être concentré sur le trade. D'accord? Une fois que vous avez mis votre TP, votre stop, que vous avez évalué où le TP doit se mettre et où le stop doit se mettre, vous n'avez pas nécessairement besoin de savoir où vous en êtes au niveau argent au fur et à mesure où le trade est en train de se faire. Okay? Ça n'aide en rien à, je dirais, à bien trader. D'accord? Au contraire, justement, puisque quelque part, ce message en permanence qui va venir va justement vous perturber, va vous faire prendre des décisions qui sont émotionnelles et qui ne sont pas justement rationnelles. D'accord? Alors que si vous êtes concentré uniquement sur le graphe, eh bien, vous allez prendre des décisions qui sont liées cette fois au graphe. D'accord? Et donc, soit effectivement, vous arrivez au stop, vous arrivez au stop, soit vous arrivez au TP, vous arrivez au TP, entre guillemets. D'accord? Et il va y avoir beaucoup moins d'émotions parce que vous allez voir évidemment le prix changer, la courbe effectivement se faire, mais vous n'allez pas voir ça se concrétiser en argent que vous perdez ou que vous gagnez. Parce que c'est ça qui amène des émotions en fait. D'accord? Donc, déjà, la première des choses, c'est, je dirais, de ne pas afficher le PNL, ou en tout cas tout petit dans un coin, voire pas du tout, parce que en fait, finalement, ça vient vous perturber plus que vous aider. Et puis, effectivement, d'être focus uniquement sur les graphes. Après, derrière,
évidemment, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez travailler justement sur vos émotions, sur vos réactions émotionnelles, sur la manière dont c'est traduit dans votre cerveau, eh bien, ça, effectivement, ça peut se travailler aussi. Moi, c'est ce que je fais, comme je disais, avec les personnes que j'accompagne. Si ça vous intéresse, tout simplement d'en savoir plus par rapport à ça et de voir comment vous pouvez faire ça, tout simplement, vous pouvez aller sur mon site. Là, vous verrez notamment sur ma chaîne YouTube aussi, j'explique un certain nombre de choses sur le processus émotionnel, justement, c'est comment ça se passe au niveau inconscient, parce que au niveau inconscient, c'est justement, c'est fait déjà inconsciemment et de manière automatique. Donc, l'environnement est analysé et automatiquement retraduit à l'intérieur de nous et crée des réactions. Et le problème, c'est quand on est en lutte contre ces réactions, quand on est en lutte contre ces émotions, je dirais c'est un peu vain. Déjà, ça prend beaucoup d'énergie. Et en plus, effectivement, c'est un peu vain de lutter contre soi-même parce que c'est un peu comme si on appuyait d'un côté sur l'accélérateur de la voiture puis d'un côté sur le frein. Donc, en fait, on met énormément d'énergie à la fois à réagir et à retenir cette réaction. Et donc, le meilleur moyen, comme je disais, c'est plutôt de changer la réaction à l'intérieur de nous. Et ça, effectivement, c'est des choses qu'on peut faire avec différentes techniques. D'accord? Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site qui s'appelle traderzen.com, trader-zen.com. Vous pouvez prendre un rendez-vous à ce moment-là avec moi. On pourra discuter à ce moment-là de votre problématique, que ce soit au niveau émotionnel, psycho, etc. Et puis, ça vous permettra tout simplement à travers cet appel, c'est un rendez-vous en général d'une trentaine de minutes, qui est gratuit, hein, rassurez-vous, et qui vous permet en fait de mieux comprendre peut-être vos fonctionnements, ce que vous pouvez faire, d'analyser la situation, et puis on verra à partir de là, eh bien, si vous correspondez au programme que je propose, vous verrez sur le site, il y a un programme qui est un programme de groupe qui s'appelle Trader Pro Attitude, qui justement permet vraiment de faire évoluer son attitude, sa manière de penser, sa manière de réagir. Et puis après, il y a aussi des programmes individuels. Et ça permet vraiment de passer à un autre niveau et de pouvoir justement, on va dire, non pas lutter contre ces biais cognitifs, mais justement totalement en fait changer notre manière de fonctionner qui fait que l'aversion à la perte, on l'a plus, ou effectivement un certain nombre de biais, on va les modifier en quelque sorte. Et ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Ok, donc voilà un petit peu cette présentation qui vous permet d'en savoir un peu plus sur les biais cognitifs, de comprendre effectivement comment ça se traduit dans le trading, comment effectivement vous pouvez tous les jours être confronté à ça, pas que dans le trading évidemment, mais je ne rentre pas dans tous les biais cognitifs autres, mais il y en a plein évidemment aussi, qui fait que tous les jours finalement, on est face à ces biais cognitifs, c'est-à-dire c'est le fonctionnement même finalement de l'inconscient. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Frédéric. Est-ce que les personnes qui sont en train de suivre ce webinaire peuvent nous dire si vous avez des questions ou tout simplement si ça vous paraît clair, si tout est OK, si bien sûr ça vous a plu. On attend vos réponses. Ok, donc Rudy, très intéressant. Donc a priori, c'est assez clair. Ok. Est-ce que ça leur parle aussi? Ils peuvent, c'est pareil, commenter un petit peu sur le fait que justement, est-ce qu'ils sont concernés par ça? Est-ce qu'ils remarquent tout ça? Est-ce que ça les gêne, évidemment, etc. quoi. Reddy demande par rapport à l'hypnose, Mmh. est-ce que ça se travaille avec une webcam, ça se fait ça, ou il faut vraiment se voir en physique? Non, moi, en fait, j'accompagne toutes les personnes que j'accompagne, je les accompagne à distance, hein, puisque effectivement, j'ai des clients qui sont un petit peu partout, à la fois en France et à l'étranger. Donc, je ne vais pas me déplacer, ils vont pas se déplacer à chaque fois. Mais il faut savoir que l'hypnose, moi, ça fait déjà longtemps, ça fait des années que j'en fais à distance, par visio, bien avant même le confinement, et qui a certainement permis à beaucoup de découvrir que ça pouvait se faire aussi comme ça. Et oui, oui, tout à fait. Après, derrière, il n'y a pas que l'hypnose, il y a d'autres techniques que j'utilise.
et qui sont des techniques issues de la méditation, de l'hypnose, des mix même de tout ça. Il y a une technique qui s'appelle MERPI, enfin que moi j'ai baptisé MERPI, c'est ma propre technique, qui est finalement un mix un petit peu entre méditation et hypnose. Donc oui, c'est des choses que en fait, à la fois on peut faire, c'est-à-dire j'accompagne la personne à faire ça, mais j'accompagne la personne aussi à apprendre à le faire. C'est-à-dire qu'après derrière, elle va pouvoir être autonome avec ces outils-là. Et c'est notamment ce qu'on fait dans ce coaching groupe en fait, où les gens en fait apprennent un certain nombre d'outils, apprennent comment les utiliser, quand les utiliser, par rapport à quoi, et ce qui fait qu'en fait ils vont pouvoir à la fois régler leurs problèmes à ce niveau-là, et aussi pouvoir évoluer par la suite avec ces outils-là. Donc voilà, j'espère être clair par rapport à ça, Olivier. Oui. Est-ce que tu peux revenir sur ton test des 95%? Bien. Ici, nous avons une personne qui fait partie, qui voulait prendre les 100 € tout de suite. D'accord. Alors, ce qui voulait prendre les 100 €, donc si elle a le choix d'un gain immédiat de 100 €, elle prend les 100 €, c'est ça, hein? Voilà, elle prend le gain tout de suite plutôt que de prendre le pari d'avoir un manque à gagner. Elle fait partie des 95%. Ouais. Exactement. Mais dans l'autre exercice, là, cette fois-ci, le risque, non, il accepte de prendre de perdre les 100 € tout de suite plutôt que de faire le pari de perdre plus. Donc, du coup, il se retrouve dans le 5%. Est-ce que ça, c'est quelque chose, est-ce que ça traduit quelque chose ou c'est juste qu'a priori, il a compris le jeu et il ne voulait pas tomber dans un piège une deuxième fois? Peut-être que justement, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces personnes-là, ce serait intéressant qu'elles nous disent, dans son trading, justement, elle prend son stop systématiquement, elle ne moyenne pas. Elle a certainement lutté peut-être contre ce courant, on va dire, naturel au départ, mais peut-être que quelque part, à force, elle a peut-être réglé justement à peu près ce truc-là, qui fait qu'aujourd'hui, elle préfère effectivement perdre tout de suite 100 € plutôt que de prendre le risque de perdre 200 €. Et ça veut dire que si elle réfléchit comme ça, et si elle pense comme ça, c'est certainement parce que, à force, justement, elle a fait un certain travail, on va dire, pas avec l'hypnose cette fois, mais voilà, à force de se mentaliser comme ça, à force de souffrance et de douleur parfois aussi, qui fait qu'à un moment donné, on finit par basculer, entre guillemets. Et c'est certainement le cas parce qu'en fait, comme je disais, 95%, donc les 5%, c'est rare. Mais par contre, dans le cadre du trading, pour des gens qui ont un petit peu d'expérience et qui ont réussi à régler ce problème-là, effectivement, logiquement, ils devraient avoir cette manière de penser qui se disent bah non, moi je préfère prendre 100 € tout de suite et pas perdre le risque de perdre 200 €. Donc ce serait intéressant qu'elle nous dise, mais certainement que cette personne-là, aujourd'hui, elle prend son stop, elle prend sa perte et ça ne lui pose plus de problème. Ou moins en tout cas. Parce qu'autrement, il y a peu de chances qu'elle réfléchisse comme ça. Naturellement, je dirais qu'on réfléchit en général pas comme ça. Et le risque que nous répond donc cette personne en question, c'est que alors sur chaque position, un stop est mis et le scénario est toujours le même, enfin le scénario est toujours respecté. Donc pas de modification de scénario, ce qui a priori est plutôt sain. Oui, c'est une bonne chose. On est bien d'accord. Félicitations par rapport à ça, parce que ça veut dire que cette personne-là, elle a réglé justement ce problème-là. Aujourd'hui, elle s'est disciplinée, elle s'est conditionnée, justement, on va dire, à respecter ce stop, quoi qu'il arrive, parce qu'elle sait que, justement, c'est la bonne manière de faire, même si j'imagine, et elle peut nous le dire éventuellement, qu'au départ, ça n'a pas été facile, justement, parce que c'est souvent pas le comportement par défaut. Et en général, c'est quelque chose qu'on doit forcer au départ. Parfois, c'est justement la douleur qui fait qu'on n'a pas pris la perte, justement, on a laissé courir et qu'au lieu de perdre 100 €, elle a perdu 200, voire 300 ou 400 €. Et à un moment donné, chaque fois que tu vas avoir une douleur importante parce que tu as laissé courir, ça peut aussi contrebalancer à un moment donné parce que, en fait, justement, on va essayer d'éviter la douleur. Donc, quand on se rend compte que laisser courir, c'est souvent douloureux, et parfois plus douloureux, à un moment donné, ça peut aussi s'inverser. Et ça, grâce, je dirais, à l'expérience, et puis grâce surtout
au raisonnement cette fois qui dit bah non, je prends les 100 euros, tant pis. Je sais que sur le long terme, c'est payant et donc je vais faire comme ça. Mais souvent, c'est une lutte contre soi-même au départ. Ok. Est-ce que lorsque tu fais donc tes entretiens réguliers avec les personnes, est-ce que tu utilises, enfin, est-ce que tu analyses aussi les personnes pour savoir si elles sont faites ou pas pour le trading? Est-ce que parfois ça peut arriver de dire bon bah selon moi, quoi que tu fasses, t'es pas fait pour ça? Alors, moi, je dirais que par défaut, en fait, à la base, personne n'est vraiment fait pour ça. Pourquoi? Parce que justement, la preuve, on le voit à travers les biais cognitifs, c'est que normalement 95% des personnes, on va dire, à la base, sont pas fait pour ça. Puisque les biais cognitifs, finalement, si 95% des personnes fonctionnent comme ça veut dire que 95% des personnes, par défaut, fonctionnent à l'envers de ce qu'il faut pour le trading. Donc, je dirais que par défaut, on n'est pas bien conditionné. Et il y a très très peu de personnes, la preuve, 5% en plus, ils n'ont pas obligatoirement les deux, c'est qu'ils peuvent avoir que un, etc. Et puis il y a encore d'autres choses. Donc, je dirais qu'on va dire au moins 95% des personnes ne sont pas conditionnées pour faire du trading à la base. Donc, ça ne veut pas dire par autant qu'ils ne sont pas faits pour ça et qu'ils ne peuvent pas devenir bons en trading. Il y en a qui auront des dispositions, mais c'est comme pour tout, si on commence à faire du piano, si on commence à faire du tennis, ou si on commence, peu importe, il y a des gens qui seront plus doués que d'autres dès le départ, qui seront déjà mieux conditionnés dès le départ et qui y arriveront plus vite, plus facilement. Après, c'est comme pour tout, le talent ne suffit pas. Et même si on a du talent au départ pour faire du tennis, c'est pas pour ça qu'on ira à un haut niveau. Pourquoi? Parce qu'après, il y a aussi du travail. Et si on ne fait pas le travail qu'il faut, bah, peut-être qu'on était doué au départ, mais finalement, on n'ira pas loin. Celui, inversement, peut-être qui est moins doué au départ, si lui, il travaille et qu'il fait ce qu'il faut, bah, il finira par devenir bon, et peut-être même meilleur que celui qui avait du talent, parce que tout simplement, il bosse plus. En trading, je pense que c'est un peu pareil, comme pour tout. Sauf que il y a des choses qu'on peut travailler assez facilement, c'est la technique notamment, c'est du boulot, évidemment, il faut y passer du temps, il faut passer du temps devant les graphes, il faut passer du temps effectivement à faire du trading, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on apprend aussi les marchés. Mais à un moment donné, toute la partie psycho-émotionnelle, c'est vrai que les gens, quand ils sont vraiment mal câblés par rapport à ça, c'est compliqué. C'est compliqué, en tout cas pour qu'ils y arrivent tout seuls. D'accord? Ça ne veut pas dire par contre qu'ils ne peuvent pas y arriver. Notamment, moi j'en ai qui sont super mal câblés, on va dire au départ pour ça, parce qu'ils ont vraiment une grosse aversion à la perte, ils ont vraiment beaucoup trop d'avidité, ou etc. Mais en fait, tout ça, c'est modifiable. On peut le changer, on peut le faire évoluer. Et donc, finalement, même quelqu'un qui n'était peut-être pas doué ou qui n'avait pas les bonnes dispositions au départ peut devenir aussi, je pense, bon en trading. D'accord? Donc, par contre, ça ne se fera pas tout seul. Et si la personne se débrouille tout seul avec ça, ça mettra peut-être des années. Peut-être même elle n'y arrivera pas, elle perdra patience ou courage avant, effectivement, que ça marche. Mais par contre, si elle est bien accompagnée, que ce soit sur la partie technique et sur la partie psycho et mentale, je dirais que c'est possible. C'est possible, je dirais presque pour tout le monde, quoi, en fait. D'accord? C'est un peu comme si on disait, est-ce que tout le monde peut devenir bon en piano? Oui, tout le monde peut devenir bon en piano. Est-ce que tout le monde deviendra un virtuose en piano? Peut-être pas. Est-ce que tout le monde sera un virtuose en trading? Je pense pas. Par contre, est-ce que tout le monde peut être bon en trading? Oui, je pense. C'est du boulot avant tout. Et c'est du travail à la fois sur la partie technique et sur la partie mentale et psycho. Et par contre, ce qui va arriver des fois, pour essayer d'être un peu plus complet encore sur la question, c'est que parfois la personne se rend compte par elle-même, c'est pas qu'elle n'est pas douée effectivement et que le trading n'est pas fait pour elle, mais parce que moi je pense que c'est pas une question de capacité le fait que le trading soit fait pour elle ou pas. Mais par contre, il y a un moment donné, elle peut se rendre compte qu'elle a été vers le trading pour de mauvaises raisons entre guillemets, et puis en fait, une fois qu'elle a réglé un certain nombre de problèmes, elle se rend compte que finalement le trading, ça l'intéresse pas plus que ça. Et parfois, elle va laisser tomber non pas parce qu'elle n'est pas capable d'y arriver, mais parce que finalement, on se rend compte que c'est pas finalement quelque chose qui l'a fait énormément kiffer, comme on dit, quoi. Et c'est encore autre chose. Et là, on peut se dire, bah non, c'est pas fait pour moi, parce que finalement, c'est pas un réel plaisir de tous les jours, ça me fatigue finalement, et puis en fait, non, c'est pas tellement mon truc. Par contre, sur la capacité, je pense que oui, tout le monde peut. Voilà, j'espère être assez complet comme ça.
Ouais, tout à fait, super, merci beaucoup Frédéric. Peut-être les dernières questions, genre, je ne sais pas si c'est très adapté, je ne sais pas si tu pourrais y répondre, mais il y a une personne qui demande ce que tu penses du pyramidage et des stop suiveurs. Est-ce que c'est quelque Alors, chose qui est en rapport avec le sujet ou pas du tout? oui, oui et non. C'est-à-dire que bon, après, c'est des techniques de money management qu'on va pouvoir utiliser qui vont permettre que le pyramidage, en fait, c'est le contraire du Moyen Âge, justement, c'est que quand ça part dans le bon sens, on va rajouter au fur et à mesure. C'est pas naturel, justement, de faire ça. C'est-à-dire que justement, ce qu'on a vu, c'est que quand ça part dans le bon sens et qu'on commence à avoir un gain et que le PNL affiche, par exemple, 100 euros, on a tendance à vouloir le prendre. On n'a pas tendance à vouloir en rajouter, en fait, finalement. Parce que rajouter, c'est prendre le risque aussi que à ce moment-là, ça se retourne. Et finalement, plutôt que de gagner les 100 euros, on va peut-être en gagner plus que 50 ou voire plus rien du tout. Donc, finalement, pour pouvoir faire du pyramidage, en tout cas, il faut justement s'être extrait en fait de ce fonctionnement de j'ai peur que ça se retourne, donc je prends mon gain tout de suite et je laisse pas courir. Pour faire du pyramidage, il faut savoir laisser courir. Donc, c'est pas que c'est une mauvaise technique, au contraire, c'est une bonne technique, mais encore faut-il être capable de la faire, justement. Et pour pouvoir la faire, il faut pas être dans cette peur, effectivement, de perdre ce qui est déjà affiché, quoi, en fait. Et c'était quoi le pyramidage et quoi qu'est-ce qu'il a dit déjà? Je sais Et plus. le stop suiveur. Et le Les stop suiveurs. ah oui, stop suiveur. Bah, le stop suiveur, par contre, inversement, c'est plutôt une chose qui va nous rassurer, quoi, en fait. C'est-à-dire que beaucoup de mettent un stop suiveur parce que justement, ils ont peur que ça se retourne et ils se disent bon, comme ça ira jusqu'où ça peut et je sortirai si ça commence à retracer. Je dirais que ça a plutôt tendance à nous rassurer là cette fois parce qu'on se dit bon au moins si ça se retourne, je vais pas tout perdre. Et d'un autre côté, comme ça, je peux laisser courir, je dirais en toute tranquillité. Donc là, en fait, le stop suiveur est plutôt un outil qui va nous permettre de pallier justement, je dirais, les problèmes de biais cognitifs cette fois. Et donc quelque part qui va nous aider peut-être à mieux supporter le fait de ne pas prendre son gain justement immédiat, mais de laisser courir en sachant que de toute façon, au fur et à mesure, le stop, il va suivre, ce qui fait qu'à tout moment, quand ça se retrace, je vais au moins prendre une partie des gains. Par contre, le problème du money management par rapport au stop suiveur, c'est que il faut que, surtout quand c'est des stop suiveurs automatiques, à quel niveau je le mets, quoi, en fait. Et ça, c'est toujours la problématique parce que quand on est sur des marchés style Nasdaq, où il y a régulièrement des allers-retours, où ils retournent chercher la liquidité pour repartir, il y a des chances qu'à un moment donné, ils prennent mon stop en revenant chercher la liquidité alors qu'il va continuer en fait son avancée. Donc, toute la problématique est où je le situe. Est-ce que je le positionne manuellement et je le suis comme ça avec un stop suiveur mais manuel, ou est-ce que je le fais de manière automatique, mais dans ces cas-là, comment, avec quel nombre de ticks, de points, etc. Et ça, c'est pas obligatoirement évident après derrière de trouver le juste équilibre. Mais effectivement, on va dire, c'est des techniques pour une où il faut avoir réglé déjà des problèmes au niveau psycho, et l'autre qui va permettre de pallier un petit peu aux problèmes psycho. Entre guillemets. Mmh. Donc oui, oui, c'est dans le thème, on va dire, il n'y a pas de souci.